Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va continuer sur la série qu'on a initiée sur la sécession. Voilà, on prévoit de faire une longue série sur la sécession, pourquoi la sécession, quels sont les contre-arguments et comment on pourrait imaginer d'y aller. Donc aujourd'hui, on va parler de l'opposition de la droite, des gens, on va dire, on va schématiser, on va les englober, les personnes de droite qui opposent à la sécession le fait que voilà, si on fait la sécession, on détruit la France, on est des traîtres à la nation, voilà, on n'est pas Des vilains. patriote, on veut que la France disparaisse. Voilà. Ouais, Et souvent on est des vilains. l'argument, ouais, c'est souvent l'argument qui revient. Et pour juste un peu étayer le propos, j'ai lu récemment, enfin j'ai lu, c'était hier, un article de Fergan Azeri là, qui est pas mal connu chez les libéraux, un article qu'il a écrit dans Valeurs Actuelles, qui s'appelle Faire table rase d'un passé, donc suite au fait voilà, qu'il y ait tous les mouvements là, antiracistes qui dégradent les statuts d'hommes politiques du passé, donc Colbert parce qu'il était esclavagiste, et voilà, tout ça. Et en fait, ce qu'il dit, bon, c'est pas justifié de faire ça, mais il pose la question en fait, de l'histoire qu'on nous enseigne, de l'histoire, enfin, il parle de voilà, l'histoire qu'on nous enseigne du fait que voilà, Louis XIV par exemple, François Ier, tous les grands hommes d'État, voilà, ça serait des modèles. Et en fait, il explique par exemple que Louis XIV, il a endetté la France, il a fait des guerres partout, il a fait en sorte qu'il n'y ait plus vraiment la paix entre les différents pays d'Europe. Et ça aussi, c'est le cas pour François Ier Oui. voilà, qui a endetté la France, enfin les Français, Colbert qui était le symbole du. ouais, C'était Colbert aussi du planisme, enfin vraiment c'était pas du l'État qui jacobinisme, mais c'était la était les même logique prémices. fondamentalement. Voilà, il dit aussi que voilà, Louis XIV, c'était vraiment peut-être pas le début, mais en tout cas la concrétisation enfin voilà, du centralisme français où en gros tout part de Oui, Paris. Et donc je trouvais ça assez intéressant. Et dans cet article, il parlait justement du fait que peut-être aussi quelque chose à faire en termes de culture, c'est d'arrêter de prendre ces personnes pour modèles et référents et plutôt essayer absolument, de trouver d'autres référents qui justement absolument. sont plus dans un modèle libéral, des scientifiques, des commerçants, des gens qui ont fait avancer les choses de manière volontaire, on va dire, dans des Et, échanges et, volontaires. Ouais. et il a parfaitement raison sur ce point. Je vais pas faire je pense pas que ce soit notre objectif de faire la liste des gens qu'il évoque, mais la thématique que tu évoques est très juste. Pour revenir, je pense à notre sujet, Ouais. euh, la sécession serait brisée, serait cassée, moi j'ose parler de démanteler, hein, Ouais. l'État français. Mais la vraie question qu'il faut savoir se poser, c'est est-ce que démanteler l'État français, ce serait démanteler, briser, rompre la culture que les Ouais. Français peuvent porter? C'est très différent, et moi j'ai envie de dire bien sûr que non. L'article de Fergan va dans le même sens. J'ai vu que rapidement, il évoque des gens comme Turgot ou d'autres, hein. On pourrait les chercher les grands. Bastia, voilà, Bastia qui dit il y Bastia, a on trop pourrait aller de chercher grands les hommes qui grands. veulent diriger la vie de tout le monde. Voilà, mais Ouais. même, il y a plein de grands noms qu'on connaît certainement beaucoup moins bien que d'autres, et je ne vais pas du tout me poser ici en expert, c'est pas le point, mais parmi les grands physiciens de l'année, pardon, du 19e, 18e siècle, les musiciens, les mathématiciens, donc tout le domaine scientifique, quand même, la France de l'époque n'avait certainement pas à rougir. Il y a même au XXe siècle tout un tas de grands noms qu'on pourrait nommer. Euh, Moi, j'ai en esprit, tu vois, Gustave Le Bon me vient en esprit. Se trouver des modèles et des gens de grande dignité, culture, valeur, apport civilisationnel, si je puis dire. Euh, on en a une foultitude, on les a oubliés, on les apprend pas à l'école parce que l'État n'a pas envie forcément qu'on les apprenne. Donc il y a tout un tas de choses qu'on met, mais je reviens sur ma question du début, si tu veux. La sécession a pour objet
de démanteler l'État. Donc la dimension du pouvoir politique, l'organisation du pouvoir politique, mais en aucun cas le tissu social, en aucun cas le tissu culturel, l'histoire, les références, etc. Bien, au contraire même, au contraire, je pense que l'article de Fergan va être dans le bon sens, dans le sens de dire se débarrasser de l'État, c'est aussi se donner probablement une meilleure chance par l'enseignement de la réalité beaucoup plus large de notre culture, que nos enfants apprennent justement une vision différente de la culture française. Et au contraire, je pense que c'est l'opportunité de redécouvrir et de faire à nouveau rayonner tout ce qui a mérite de rayonner, et qu'on a probablement oublié, ou que beaucoup des détracteurs que tu évoques ont peut-être oublié ou n'ont pas à l'esprit. Donc j'ai envie de retourner le truc dans l'autre sens en disant mais non, au contraire, la sécession, je pense que ce n'est qu'une rupture d'organisation, et c'est probablement parce qu'on se libérera du joug dogmatique de l'éducation nationale et d'autres influences de ce type-là, le moyen de redécouvrir des choses de notre culture qu'on a oubliées. Oui, parce que notamment Bastia, moi ça me surprend toujours de l'avoir découvert qu'il y a peut-être 2-3 ans, alors qu'aux États-Unis il est super connu, et Oui, de se dire en effet. C'est que vrai. Bastia n'est jamais enseigné, jamais abordé en France, Alors que c'est c'est hallucinant. probablement le plus grand auteur libéral, peut-être libéral et économique que la France ait connu depuis 200-250 ans. Il y a Jean-Baptiste Say aussi qui peut Oui. lui faire concurrence, mais qui est plus économiste probablement que Bastia, est aussi politique. Et il y a aussi d'autres noms depuis. J'ai évoqué Gustave Le Bon dans un genre différent. Donc il y a quelques noms comme ça. Mais c'est vrai que Bastia, personne ne connaît, et c'est pourtant probablement le plus grand théoricien et écrivain libéral que la France ait pu connaître ces 250 dernières années. Et dont les apports effectivement culturels pour une France de hier et de demain, une France de la liberté, égalité, fraternité, sont bien, bien plus majeurs que tous les noms dont on peut se souvenir depuis cette époque. Commencer par les Napoléon, Oui. Louis-Philippe, et de ces époques-là, bien évidemment. Donc, oui, je peux comprendre que ça pose question. C'est quelque part la question légitime. Bonsoir. La France de demain. C'est bien d'avoir la France de demain. Bonjour. Ce sont des questions qui sont légitimes et c'est bien de les poser. Mais clairement, la réponse est non. Je pense que, au contraire, la liberté qui viendra de la sécession permettra de redécouvrir et de faire mieux rayonner la culture d'hier, mais aussi on oublie peut-être la culture de demain. C'est que la France n'est-elle que celle d'hier? Je pense qu'il faut aussi réfléchir à celle de demain. On vient de voir ton fils. Il est légitime par rapport à tes enfants et nos enfants que de penser aussi, alors eux aussi, qu'ils puissent avoir une libre contribution à notre culture de demain. Ça marche dans les deux sens aussi, il ne faut pas l'oublier, je pense. Après, ouais, il y a l'histoire, parce que là, bon, on parle de culture, mais c'est vrai que les gens de droite souvent vont faire référence à la nation. Alors, je sais pas si on Mhm. peut essayer de définir le concept de nation, c'est pas forcément Mm, mm, mm. évident. Et en gros, ils disent si on fait sécession, bah, on casse la nation française. Après, la question, c'est est-ce qu'il y a vraiment une nation Oui, c'est française? ça. C'est Ouais. ça. Alors, c'est une excellente question. Euh, je crois qu'on l'a déjà un peu abordé, mais je mettrai des liens parce que c'est un sujet sur lequel j'ai écrit 2 ou 3 fois, la nation. Moi, je dirais pas que je suis un opposant de la nation, c'est pas vrai. Je suis un contestataire du concept de nation, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Pour moi, la nation est un mot qu'on avance comme ça, mais qui est dans sa réalité, en tout cas pour la nation française, c'est peut-être pas la même chose pour d'autres nations, mais qui dans sa réalité aujourd'hui est totalement indéfinissable, ou dont les contours sont indéfinissables.
et qui donc, à cause de ça, perd tout son poids. Et j'ai envie de dire que là aussi, je vais l'expliquer, la sécession, à mon avis, est un moyen de redonner une réalité et un sens à une ou des nations, franchement. Ouais. Quel- Qu'est-ce que- qu'est-ce qu'on imagine quand on parle de nation? Il y a souvent, alors déjà, il faut quand même le différencier de population. Est-ce que la nation française, ce sont les gens qui habitent en France et que ça? Instinctivement, on a dit, ah oui, probablement, oui, mais alors dans ce cas-là, tous les Français qui sont des Français nés en France, avec une carte d'identité, de culture française, mais qui vivent hors du pays, ne font plus partie de la nation française? Qu'est-ce qu'on fait de tous les gens qui sont nés, qui ont des origines dans nos anciennes colonies? Combien connaît-on de Sénégalais, d'Ivoiriens, Maliens et autres qui ont une carte d'identité française? En tant que tels sont des Français, mais bien sûr, ils viennent d'une autre histoire, ils vivent un peu à cheval entre deux pays et deux cultures. Mais font-ils partie de la nation ou font-ils pas partie de la nation? Est-ce que c'est nationalité ou nation? Et puis, combien y a-t-il de gens à l'inverse qui sont sur le pays, qui font partie de la population, et donc pour lesquels on va avoir du mal instinctivement quand même, sur des raisons culturelles, à les mettre dans la nation? Et on ne va pas se voiler la face, il y a des notions religieuses aussi qui vont jouer. Donc, Ouais. ne serait-ce que ces notions-là montrent bien que la nation aujourd'hui, dans la réalité de la France d'aujourd'hui, et je mets de côté la francophonie aussi, tu vois, la langue, c'est extrêmement flou. C'est extrêmement flou. Moi, j'ai envie de dire que, moi, je pense que la nation est un concept individuel et non pas collectif. Je pense que la plupart des gens, quand ils parlent de nation, s'attendent à avoir un sentiment d'appartenance. On appartient à un grand ensemble. Je suis français, je suis fier d'être français parce que j'ai la chance d'appartenir et de me sentir appartenir à un grand ensemble dont on peut être fier, qui est la culture française, son histoire, etc. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est une décision et un sentiment qui est dans sa réalité individuelle. Il y a des gens qui sont français, de nationalité française, de culture française, etc., qui n'auront pas ce sentiment pour tout un tas de raisons. Euh, Souvent, ils partent à l'étranger ou pas, mais certains vont se dire non, non, moi je suis peut-être né français, mais aujourd'hui je ne me sens pas français. Ça existe, on peut le regretter, mais ça existe. Donc je pense que ce sentiment d'appartenance, c'est une décision individuelle. Et que le sentiment du pourquoi, de la réalité de la nation, etc., dans la réalité, c'est une notion d'individu, je C'était pense. Rothbard qui avait écrit le livre C'est les nations Ouais, par consentement, c'est quelque chose comme exactement ça. ça. Ouais. J'y Ouais. viens parce que j'ai une vision effectivement assez proche de ça, effectivement. Et justement, la sécession, pour moi, est un moyen de reconstituer quelque chose qui est très différent. Parce que dans une sécession, euh, comme tu viens de le dire, la sécession, ça veut dire fondamentalement deux choses. On découpe le pays en entités plus petites, ok, qui chacune ont un régime, etc. Très bien. Mais aussi, ce qu'on suppose, c'est que les gens qui vont habiter dans dans ces endroits-là, ils viennent par consentement. On ne va pas rentrer ce soir sur comment ça se passe, mais le but, c'est qu'à un moment donné, à Courbevoie et à Saint-Mandé, les habitants de Courbevoie et Saint-Mandé libérés, ils viennent et ils habitent par consentement, avec un contrat typiquement, peu importe. Mm. Mais après que toutes les choses se soient stabilisées, la ville de Saint-Mandé libre et Courbevoie libre ont des Courbevoisiens et des, je ne sais pas comment on dit, Saint-Mandéens peut-être, Ça m'en dit, hein, ouais. voilà, qui ont librement choisi de faire partie de ces entités-là, donc qui sont déjà dans des nations courbevoisiennes, tu vois, spontanées. Il y a une démarche positive d'adhésion à un projet et à un périmètre, qui bien sûr vont eux-mêmes faire partie d'un ensemble plus grand, parce que la réalité française continuera, la culture continuera. C'est pas parce que je serai à Courbevoie que je ne ferai pas partie de la France. Donc je peux très bien me dire, moi je suis d'abord courbevoisien pour un choix, mais aussi je fais partie de la culture française et d'une nation qui se reconstitue à partir de ces initiatives. Mais, tout ça, mais la grosse différence, c'est que c'est libre. Et peut-être qu'on va voir les Bretons qui vont dire, écoutez, vous êtes bien gentils, vous, mais nous, on est Bretons d'abord. Et la nation bretonne, elle prime pour nous sur la nation française. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on peut dire à ça? Pareil pour les Basques, pareil pour les Corses. Alors oui, les gens, Souvent, on un va dire, argument que j'entends, c'est de dire, en fait, ton consentement est implicite parce que tu restes à cet endroit. En gros, si t'es pas content, faut que tu ailles en Somalie.
absolument pas d'accord avec ça. Je reste parce que quelque part, si je vais non, 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 ça ne tient pas ça. Souvent, souvent, on reste parce qu'on sait très bien qu'on reste ou pas. De toute façon, ça ne change rien. Et puis, de toute façon, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de reconnaissance. Et que, de toute façon, si on va ailleurs, ça sera la même chose. Donc, le fait qu'on reste ou pas n'est pas significatif d'un consentement, puisque qu'on reste ou qu'on ne reste pas, il n'y a pas de consentement qui est donné ou qui est demandé. Donc, c'est un faux argument, ça. Je finis juste sur le critique qu'on peut nous faire sur ce que je viens de dire sur la Bretagne, l'Alsace, etc. On va vous dire, ah oui, mais donc, au bout du compte, vous voulez démanteler la France au profit des régions. Mais peut-être oui, mais à la fois, j'ai envie de dire oui et non. Oui, peut-être que les Bretons, les Alsaciens, les Basques, etc., vont pouvoir retrouver leur culture, leur autonomie, etc. Mais est-ce que pour autant, ils ne pourront pas continuer à faire partie de la zone culturelle française et francophone? Moi, Oui, j'ai grandi en Côte c'est toujours d'Ivoire. soit l'un soit l'autre. On n'arrive pas à Mais imaginer oui, mais que ça c'est pas puisse être, qu'on binaire. puisse avoir plusieurs identités, C'est plusieurs pas binaire. attachements. Mais bien sûr, c'était pas binaire. Moi je suis français, je suis né de parents français en France. Pour autant, la vie a fait que mes, mes parents sont partis en Côte d'Ivoire, j'étais tout gamin, et mes premiers souvenirs sont des souvenirs en Côte d'Ivoire. J'ai droit à la double nationalité. Bon. Euh, très longtemps dans mes premières années, jusqu'à 20-25 ans, je me suis senti au moins, si ce n'est plus, de culture, tu vois, ivoirienne, en tout cas exotique, on va dire, Ouais. que réellement de culture française. Parce que je suis rentré en France très tard, j'ai passé l'essentiel de ma jeunesse là-bas. Je suis rentré, on m'a expliqué que c'était mon pays, je parlais la langue, ma famille, je la connaissais, mais j'ai découvert un pays que je ne connaissais pas. Tu vois? Maintenant, les choses ont Ouais. changé. Mais quand je suis rentré, si tu veux, ado, post-ado, je parlais la langue, j'avais l'histoire, et pourtant je connaissais rien, je ne m'y retrouvais pas. Donc, si tu veux, je peux dire que j'ai eu des moments où je me suis dit, mais oui, tu es à la fois entre les deux, et pourquoi je ne pourrais pas avoir apporté cette contribution en disant, mais moi, je fais un apport de contribution en tant que Français aujourd'hui, oui, très bien, mais j'ai vécu aussi en Allemagne, j'ai vécu en Angleterre, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Pourquoi je ne peux pas apporter tout ça au pot commun? En quoi c'est contradictoire? Ouais. C'est que souvent, enfin, au niveau de la droite, on va te dire, en gros, c'est tout le monde voilà, adhère aux valeurs de la France sans jamais vraiment les définir, parce que ça, c'est aussi peut-être quelque chose qu'on peut leur reprocher, les valeurs de la France. Mais c'est quoi ça? C'est pour ça que je conteste, moi. Je dis non, la réalité, les valeurs de la France, je ne sais pas ce que c'est, parce que déjà, la France, à part un territoire, pour moi, ça ne veut rien dire. Il peut y avoir une histoire, hein, d'accord, mais il y a un territoire qui a évolué, hein. Quand on prend le territoire de la France, il a évolué. Donc, c'est quoi la France, sincèrement? Franchement, franchement, moi, je pense sincèrement, même si ça ne va pas plaire, mais je pense que la réalité, c'est que chacun y prend et y apporte quelque chose. Et bien sûr, il y a un ensemble. C'est évident qu'il y a tout un tas d'ensembles. Mais est-ce que tu penses franchement que la France et le sentiment français de quelqu'un qui habite au Mont-Saint-Michel est la même que quelqu'un qui habite à Toulouse, qui est la même que quelqu'un qui habite à Ajaccio ou la même que quelqu'un qui habite à Strasbourg? Évidemment que non. Ouais. Évidemment que non. Et moi, ce qui m'interpelle souvent, c'est quand je relis les histoires, bon, là, ça fait référence à l'histoire des chrétiens, où en fait, au Moyen-Âge, tu as les histoires des saints chrétiens qui parcouraient l'Europe, et tu avais l'impression qu'en fait, tout le monde, enfin en Europe, les gens circulaient comme ça, et qui pouvaient être un jour en Italie, un autre jour en France ou en Angleterre, et que bon, c'était pas Et- forcément un problème qu'il fallait être soit français, soit anglais, soit italien. Tu as ah, mais l'impression que les gens pouvaient je pense hésiter effectivement là-dessus. que oui, alors je suis pas un spécialiste, hein, franchement, hein, mais ma Ou alors on peut parler de la compréhension, Renaissance, ou de la Renaissance où hmm, les artistes, en gros, on disait il faut qu'ils fassent le tour d'Europe, il faut qu'ils aillent dans tous les pays. Donc avec cette notion que, en fait, mais bah, mais t'as tu sais pas à qu'on a rester dans ton encore des pays notions. tout le temps. Ouais. Mais tu sais qu'on a il y a d'autres trucs du même genre, hein. Le Tour de France du compagnonnage pour les Ouais, artisans, c'est quelque chose qui est très ancien. Ça remonte au ouais, Moyen Âge, hein. ouais, aussi. Ouais. Donc, ok, c'est le Tour de France, mais on comprend bien qu'à l'époque du Moyen Âge, ça veut dire le tour quelque part des différentes régions qui étaient loin d'être homogènes.
Je te rappelle que moi, je viens d'une région qui s'appelle, il n'y a pas encore longtemps, qui s'appelle la Languedoc. Mon nom il vient du béarn, qui est une langue différente encore. Enfin, on oublie qu'il n'y a pas si longtemps encore, la langue bretonne était une langue. Et ce sentiment, cette prétention à l'unicité culturelle nationale, pour moi, c'est une forme de, c'est une tyrannie culturelle, ou c'est un dogmatisme, machin. Je pense que c'est nuisible. Et je reviens sur mon point de la sécession, justement. La sécession est un facteur de mosaïque, mais un facteur de mosaïque positif, Ouais. au sens, à la fois pour chacun, ça permet à chacun de revoir son pan de l'histoire géographique, culturelle, etc., sous un angle différent qu'il avait probablement oublié. Et à l'inverse, chacun des membres de la mosaïque apporte sa contribution à une culture d'ensemble, avec des notions d'ensemble qui sont potentiellement vachement plus larges. C'est au contraire une source d'enrichissement, à mon avis. Bien au contraire. Ouais, parce qu'on peut se demander, juste pour prendre un exemple très basique sur la cuisine, sur les recettes, tu vois, les spécialités vraiment régionales, locales, le cassoulet, les crêpes, les pizzas Oui, en Italie, enfin, oui. c'est que ça va être des choses qui sont très locales. Et moi, enfin, je me dis que si la France avait été, soi-disant, complètement homogène, tout ça, on n'aurait jamais eu vraiment Et bien ces sûr, spécialités vraiment locales. mais bien sûr. Mais tu peux aller même plus loin. Si tu demandes aujourd'hui qu'est-ce que c'est que la cuisine française, quel est le plat ou les quelques, même le top 5 de la cuisine française, il y a toute chance qu'effectivement tu tombes sur des plats régionaux. Ouais. Et je ne pense pas qu'à part peut-être la fameuse poule au pot d'Henri IV, mais qui a les trucs qui connaît ça, toi. Mais à part des caricatures de ce type-là, sur ton exemple, je pense que il n'y a pas de cuisine française au sens où tu l'entends. Il y a une cuisine française qui vient de mosaïques de cuisine locale, bien Ouais. sûr. Mais on a ça sur tout un tas de choses, hein. Ouais. Je suis sûr que si on creuse certaines thématiques, on va trouver ça sur plein de choses culturelles. Ouais. Après, Donc bon, c'est ouais. cette vision, pardon, ce besoin d'une vision unifiée, machin, ça relève du dogmatisme. Ouais. Ça- Et pour finir, il y a la place de la France. Moi, celle-là, je l'entends beaucoup dans les médias, les Zemmour. Là, je dis Zemmour, mais en fait, on l'a aussi à gauche et un peu tout le monde. En gros, c'est que il faut assurer le rang de la France, entre guillemets, soi-disant cinquième puissance mondiale. Enfin, voilà, qu'il faut garder Mhm. ce rang et que si on l'a pas, voilà, Ouais, on a raté notre vie, quoi. Si t'es pas cinquième du monde, t'as ouais. raté ta vie. Et moi, à chaque fois, je pense à la Suisse, je me dis, bah, au final, la Suisse, sont peut-être pas. Oh, mais il y a mieux que la Suisse encore. Oui, Le voisin de la Suisse. Prends le Liechtenstein, dont oui, le personne ne Liechtenstein, parle. personne ne parle. C'est d'un endroit dont on en parle souvent ici. Quand on parle de sécession, on ne peut pas ne pas parler de Liechtenstein, hein, tu m'excuses. Ouais, Mais ouais. on oublie que c'est un pays dont on n'entend jamais parler, parce qu'il est pacifique. Et c'est le pays au monde où, par tête d'habitant, on est le plus riche. Il n'y a pas plus riche que le Liechtenstein. Alors, on n'en entend pas parler. Ah oui, ça c'est sûr. Mais les gens, ils font pas de bruit, ils sont tranquilles si tu veux, ils font leur Ouais. point machin. Et au bout du compte, eux, si tu prends toutes les statistiques de fierté, de performance, machin, c'est le pays le plus libre au monde et c'est le plus riche au monde. Qui dit mieux? Ouais. Ouais, mais on va dire, ils n'ont pas d'armée, ils ne font pas Tant d'influence, mieux, ils n'ont pas de tant mieux. poids sur la scène internationale. On pourra en parler de ça, si on pourra en parler. Mais quelque part, qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'est-ce Oui. qu'on en a à Mais j'ai faire? l'impression que beaucoup de gens C'est ont quoi quelque chose ce à faire. besoin d'avoir Bah, du c'est un peu comme quand poids? ton équipe de foot a gagné, quoi. Oui, mais C'est tu ce vois, regarde sentiment, en fait, t'as rien fait, mais mais, t'es content, mais quoi. regarde les mots qu'on emploie, avoir du poids pour peser. Mais Mais pourquoi? Oui, qu'est-ce que tu veux? oui, puis du poids, mais donc ça veut dire que il y a une notion de contrainte, tu vois, c'est comme un boulet, tu vois, le poids, c'est pour freiner les autres, tu vois, c'est un truc, Ouais, ouais. du poids pour, tu vois, c'est ce genre, c'est pour influencer, pour manigancer, pour éviter que les autres fassent mais foutez donc la paix aux gens et essayez plutôt de faire en sorte, vous, d'être un exemple. Moi, on te dit souvent le leadership, tu sais, on va revenir sur le leadership. C'est quoi le leadership? C'est le mec qu'on suit parce qu'on suit son exemple. Ouais. C'est le mec qui est bon, machin, il est reconnu automatiquement
et on le suit parce que tout le monde est d'accord que c'est le Moi, meilleur souvent, et c'est que c'est le dire, meilleur des exemples. c'est ce qu'on disait sur les femmes, enfin, ce que disait Margaret Thatcher sur les femmes. Pour moi, le leadership, c'est un peu pareil, quoi. Si tu as besoin de dire que tu es un leader, c'est que tu n'en es pas vraiment un. Exactement. Soyons des vrais leaders et la question sera réglée. Point. Il n'y aura pas besoin de le machin, la truc. Donnons l'exemple. En ce moment, on le donne l'exemple. Montre l'exemple et ça sera réglé tout seul. Si on aidait des vrais leaders et si on se comportait même à droite comme des vrais leaders, les gamins ne partiraient pas du pays. Ouais. Et il n'y aurait même pas besoin de se poser ce genre de questions. Tout le monde dirait ah ouais, là, il y a quelqu'un qui a dit qu'un truc. Là, il y a une vraie idée. On va le suivre, celui-là. C'est aussi simple que ça. Je ne suis pas forcément pro-Trump, mais pourquoi Trump marque des points aux États-Unis? C'est que justement, lui, il est dans cette logique-là. Ouais. Et dans Il un pays dit, comme les oui. États-Unis, ça marque. Ouais. Mais sérieux, sérieux, vous voulez être marqué, avoir de l'influence dans le monde, mais soyez exemplaire, ça se fera tout seul. Ok. Ah, La merci, Stéphane. sécession, Ouais. monsieur, pardon, on finit comme Vas-y, fini. la sécession. Pourquoi par rapport à ça, pourquoi c'est important? C'est qu'encore une fois, avec le projet, tu sais, 1000 Liechtenstein, etc., si la France devient éclatée en, je sais pas, 100, 200, 1000, peu importe, chacun va tirer les autres vers le haut. Ouais. Et au bout du compte, je suis convaincu que si on a un pays dans lequel il y a beaucoup de cerveaux et de gens intelligents, globalement. Dans un pays comme ça, justement, la dynamique de la sécession tirera énormément les gens vers le haut. Et je pense que justement, pour les gens de droite, ça devrait être le moyen d'avoir une source d'un modèle, une influence par l'exemple, bien plus performante que ce qu'on connaît aujourd'hui. Bon, bah, espérons qu'ils nous entendent. Merci, Stéphane. Je t'en prie.